Bonjour esprit curieux et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers d'un penseur qui a transformé la philosophie en langue espagnole. Un homme qui nous a enseigné que la vie n'est pas quelque chose qui nous est donné, mais une tâche constante, un drame que nous devons résoudre à chaque instant. Préparez-vous à questionner votre propre réalité. Avant de commencer, une brève remarque. Pour donner vie à ce récit, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous voyez. Pensez-y comme à une toile, une façon d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que nous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais un accompagnement visuel pour que vous laissiez votre imagination s'envoler avec moi. J'espère de tout cœur que vous apprécierez. Nous parlons de José Ortega y Gasset. Né à Madrid à la fin du 19e siècle, sa figure se dresse comme un pont intellectuel entre l'Espagne et l'Europe. Mais Ortega ne fut pas un philosophe de tour d'ivoire, enfermé entre des livres poussiéreux. Ce fut un philosophe de l'agora, de la place publique, qui écrivait dans les journaux pour réveiller une société endormie. Pour comprendre Ortega, nous devons d'abord nous situer dans son contexte. L'Espagne traversait une crise profonde après le désastre de 1898, perdant ses dernières colonies. Tandis que la prétendue génération de 98 regardait le passé avec mélancolie, Ortega, leader de la génération de 14, se tournait vers l'Europe et la science. Son objectif était titanesque, mettre l'Espagne au diapason de son temps. Il croyait fermement que la clarté est la courtoisie du philosophe. C'est pourquoi son style est élégant, rempli de métaphores, conçu pour séduire le lecteur et le mener par la main vers les plus hauts sommets de la pensée métaphysique sans qu'il ne remarque à peine la pente. Mais quel est le cœur de sa philosophie? Tout part d'une phrase que vous avez peut-être déjà entendue, mais dont la signification est bien plus radicale qu'il n'y paraît. Je suis moi et ma circonstance, et si je ne la sauve pas, je ne me sauve pas moi-même. Arrêtons-nous ici car cette sentence est la graine de tout son système. Pendant des siècles, la philosophie s'était divisée en deux camps irréconciliables. D'un côté, le réalisme qui affirmait que les choses existent par elles-mêmes, indépendamment de nous. De l'autre, l'idéalisme qui soutenait que la seule chose certaine est ma pensée et que le monde n'est qu'une projection de mon esprit. Ortega arrive pour dynamiter cette dichotomie. Il nous dit que ni le monde n'est indépendant de moi, ni moi ne suis indépendant du monde. La réalité radicale, la base de tout, n'est ni la matière ni la pensée. La réalité radicale, c'est notre vie. La vie est ce que nous faisons et ce qui nous arrive. Notez bien, quand il dit « je suis moi et ma circonstance », la circonstance n'est pas seulement l'environnement physique. C'est le monde dans lequel il m'a été donné de vivre, mon époque, mon corps, ma famille, ma culture et même mes limitations. Nous ne choisissons pas notre circonstance, nous nous y trouvons projetés. C'est crucial. Nous ne sommes pas une âme éthérée flottant dans le vide. Nous sommes un être qui doit faire face à un ici et un maintenant spécifique. La vie est un problème que nous devons résoudre. Personne ne peut vivre pour vous. Vous devez décider quoi faire de votre circonstance à chaque instant. Et voici la deuxième partie de la phrase. Et si je ne la sauve pas, je ne me sauve pas moi-même. Sauver la circonstance signifie lui donner un sens. Il ne suffit pas d'être dans le monde, il faut le comprendre, le transformer, l'intégrer dans notre projet de vie. Si j'ignore mon contexte, je me perds moi-même. Imaginez que vous êtes un naufragé. La mer et l'île sont votre circonstance. Vous ne pouvez pas ignorer la mer car vous vous noieriez. Vous devez apprendre à nager, à construire un radeau. En le faisant, en interagissant avec votre limitation, vous vous construisez vous-même en tant que survivant. C'est cela, sauver la circonstance. De cette idée naît le concept de la vie comme tâche, comme labeur. Contrairement à une pierre qui est déjà tout ce qu'elle sera, l'être humain n'a pas de nature fixe. L'homme n'a pas de nature, il a une histoire. Nous sommes ce que nous faisons. Nous sommes un projet d'avenir, toujours lancé vers l'avant. Ceci nous mène à une sensation de vertige. Si je n'ai pas de nature fixe, cela signifie que je suis libre. Mais cette liberté est obligatoire. Nous sommes condamnés à être libres, dirait Sartre des années plus tard, mais Ortega l'anticipait déjà. Même lorsque vous décidez de ne pas décider, vous prenez déjà une décision. Maintenant, approfondissons la manière dont nous connaissons cette réalité. Ici, Ortega introduit une autre de ses grandes contributions, le perspectivisme. Traditionnellement, on pensait que la vérité, avec un grand V, était unique, immuable et valable pour tous, comme si nous la voyions du point de vue de Dieu. Ortega rejette cette vision rationaliste. Il nous dit que l'œil qui voit tout n'existe pas. Le seul œil qui existe est celui qui regarde depuis un lieu concret. La perspective n'est pas une déformation de la réalité. Elle en est la composante constitutive. Sans perspective, aucune vision n'est possible. Pensez à la Sierra de Guadarrama. Si je la regarde depuis Madrid, je vois un versant. Si je la regarde depuis Ségovie, j'en vois un autre complètement différent.
Quelle est la vraie Sierra? Celle de Madrid ou celle de Ségovie? Les deux sont vraies. Il serait absurde de dire que l'une est fausse parce qu'elle ne coïncide pas avec l'autre. La réalité a d'infinies facettes. Chaque individu, chaque génération, chaque époque a une perspective unique et irremplaçable de la réalité. Ce que je vois, vous ne pouvez pas le voir. Par conséquent, ma pupille est un organe irremplaçable pour capter une parcelle de la vérité universelle. Cela a une implication éthique et politique formidable. Si ma vérité n'est qu'une perspective, j'ai besoin de votre vérité pour compléter le paysage. La vérité absolue serait la somme de toutes les perspectives possibles. Le perspectivisme est, par définition, une invitation à la tolérance et au dialogue. Il ne s'agit pas de tomber dans le relativisme, où tout est permis et rien n'est vrai. Non. La vérité existe, mais elle nous est présentée fragmentée. L'erreur du rationalisme fut de croire que sa perspective était la seule. L'erreur du scepticisme fut de croire que puisque les perspectives changent, la vérité n'existe pas. Ortega propose une troisième voie. La vérité est historique et vitale. Chaque époque découvre une portion de la réalité. Ce que savaient les Grecs n'est pas faux, c'est simplement une perspective différente de la nôtre. L'histoire est le système des expériences humaines accumulées. Connecté à cela, nous arrivons au concept de la raison vitale. Ortega voyait que la raison pure, celle des mathématiques et de la physique, était très utile pour comprendre les choses, mais échouait lamentablement en tentant de comprendre les personnes et l'histoire. La vie n'est pas une formule mathématique. La raison vitale est une raison qui est au service de la vie. Nous ne pensons pas par luxe, nous pensons pour survivre. La pensée est une fonction biologique de plus, comme la digestion, mais destinée à nous orienter dans le chaos de l'existence. Nous pensons parce que nous faisons naufrage et avons besoin de nous accrocher à quelque chose. Au sein de cette raison vitale, Ortega fait une distinction brillante entre idées et croyances. Cette différence est fondamentale pour comprendre comment nous fonctionnons. Ortega dit, on a des idées, on est dans des croyances. Nous allons décortiquer cela avec soin. Les croyances sont le sol ferme sur lequel nous marchons, ce que nous tenons pour acquis sans même y penser. Par exemple, quand vous sortez de chez vous, vous croyez que la rue sera toujours là. Vous n'y pensez pas, vous comptez simplement dessus. C'est une certitude silencieuse qui soutient notre vie quotidienne. Les idées, en revanche, sont ce que nous produisons lorsque les croyances faillissent. Si un jour vous sortez et que la rue a disparu, alors vous vous mettez à penser. Vous créez des idées pour expliquer ce qui s'est passé. Les idées sont des outils intellectuels, des constructions que nous faisons consciemment. Le drame de l'être humain est que, parfois, les croyances historiques s'effondrent. Ce sont les moments de crise historique. Quand le sol bouge sous nos pieds et que les vieilles certitudes ne servent plus, l'homme se sent perdu. Et c'est là que la philosophie devient urgente. Ceci nous mène directement à son analyse sociologique, la plus célèbre et prophétique, la révolte des masses. Publié en 1930, ce livre est un diagnostic clinique de la société moderne qui, étonnamment, semble écrit pour le XXIe siècle. Ortega observe un phénomène nouveau, les agglomérations. Les cinémas, les trains et les villes sont pleins. Mais ce n'est pas seulement une question de quantité. C'est l'apparition d'un nouveau type d'être humain qui a pris les rênes de l'histoire, l'homme-masse. Attention ici, l'homme-masse n'est pas nécessairement l'ouvrier ou le pauvre. Ortega ne parle pas de classe sociale, mais de catégorie d'hommes. L'homme-masse peut être un aristocrate, un scientifique ou un plébéien. Il se définit par son attitude psychologique face à la vie. L'homme-masse est celui qui se sent comme tout le monde et ne s'en angoisse pas. Au contraire, il se sent à l'aise d'être identique aux autres. Il ne s'exige rien à lui-même. Il se contente d'être tel qu'il est. C'est le triomphe de la médiocrité autosatisfaite. Face à lui se trouve la minorité sélecte. Et je le répète, ce n'est pas une élite de sang ou d'argent. Ce sont ceux qui s'auto-exigent plus que les autres, qui vivent la vie comme une discipline et un service. Ce sont ceux qui accumulent difficultés et devoirs sur leurs épaules pour s'améliorer. Le problème, dit Ortega, est que l'homme-masse a décidé de gouverner le monde sans en avoir la capacité. Nous vivons sous l'empire des masses. Et la principale caractéristique de cet homme-masse est ce qu'il appelle la psychologie de l'enfant gâté. L'enfant gâté croit que tout ce qu'il a est naturel, comme l'air. Il croit que la technologie, la médecine, la sécurité et les droits civiques poussent sur les arbres. Il ne voit pas l'effort titanesque, l'histoire et le sacrifice qui se cachent derrière chaque réalisation de la civilisation. C'est pourquoi l'homme-masse n'a que des droits et aucun devoir. Il exige le bien-être comme celui qui exige un droit naturel, mais ne ressent ni gratitude ni responsabilité envers ceux qui l'ont rendu possible. C'est un héritier qui dilapide l'héritage parce qu'il ne sait pas ce qu'il a coûté de l'acquérir. Une autre caractéristique effrayante de l'homme-masse est son entêtement. Il n'écoute pas. Il a des idées en tête, mais ce ne sont pas de vraies idées raisonnées, ce sont des lieux communs. Et pourtant, il veut les imposer. C'est le droit de ne pas avoir raison, la raison de la déraison.
Ortega met en garde contre la barbarie du spécialiste. Il pointe du doigt le scientifique ou le technicien qui en sait énormément sur son petit coin de l'univers, mais qui est un ignorant absolu dans tout le reste. Et le pire est qu'il utilise son autorité en physique ou en biologie pour donner son avis sur la politique ou l'art avec arrogance. Ce savant ignorant est un danger car il se comporte avec la prétention de celui qui sait dans des domaines où il ne sait pas. Cela fragmente la culture et nous prive d'une vision intégrale du monde. La science avance, mais l'homme de science rapetisse. Cela vous semble familier ? Pensons aux réseaux sociaux aujourd'hui. L'opinion rapide, le manque d'écoute, l'imposition de critères sans fondement, le lynchage numérique. Ortega a vu venir la structure psychologique de notre ère numérique bien avant l'existence du premier microprocesseur. Mais Ortega n'est pas un pessimiste sans espoir. Son diagnostic est sévère afin de pouvoir guérir. Il croit en la capacité de l'Europe et des nations à se régénérer à travers un projet de vie en commun. La nation n'est pas le passé ni le sang. La nation est un projet suggestif de vie en commun. Pour qu'une société fonctionne, elle a besoin d'une minorité qui dirige par l'exemple, par l'excellence, et d'une masse qui sache reconnaître cette excellence et la suivre, non par soumission, mais par admiration et enthousiasme envers un projet meilleur. C'est une aristocratie du mérite et de l'esprit. Pour en revenir à sa métaphysique, il est fascinant de voir comment Ortega aborde le thème de l'histoire. Pour lui, l'histoire est l'organe que nous avons pour nous comprendre. L'homme est un pèlerin de l'être. Nous sommes ce que nous avons été et ce que nous avons cessé d'être. Nous accumulons notre passé sur nos épaules. Ortega introduit le concept de génération comme l'unité fondamentale de l'histoire. Tous les 15 ans environ, apparaît une nouvelle génération avec une sensibilité vitale nouvelle. L'histoire n'est pas un flux continu, mais un drame de relais générationnel. Il y a des époques cumulatives, où les enfants suivent le monde des parents, et des époques éliminatoires et polémiques, où les enfants rompent avec les parents. Comprendre à quelle génération nous appartenons et quelle est notre mission historique fait partie de cet impératif d'authenticité. Parlons aussi de sa facette plus intime, ses études sur l'amour. Ortega nous dit que l'amour est un phénomène d'attention. Dites-moi à quoi vous prêtez attention et je vous dirai qui vous êtes. L'état amoureux est une sorte d'imbécilité transitoire, une fixation anormale de l'attention. Mais l'amour authentique est autre chose. C'est un acte de volonté et d'affirmation. Aimer quelqu'un, c'est lui dire « il est bon que tu existes ». C'est vouloir l'existence de l'autre et s'engager envers son destin. C'est un aller vers l'objet aimé sans se perdre soi-même. Ortega nous a également laissé de brillantes réflexions sur l'art. Dans La déshumanisation de l'art, il analyse comment l'art moderne s'éloigne de l'imitation de la réalité pour créer un objet esthétique pur. L'art nouveau ne veut pas être populaire. Il est impopulaire par essence car il exige un effort de compréhension. Pour Ortega, regarder un tableau comme on regarde un paysage réel, c'est ne pas comprendre l'art. L'art nous invite à regarder la fenêtre, non le jardin qu'il y a derrière. Il nous oblige à nous fixer sur le style, sur la forme, sur l'intention de l'artiste, en nous séparant de la sentimentalité facile. Son style littéraire, parfois critiqué pour être trop érudit ou journalistique, fut en réalité sa grande arme. Ortega a sorti la philosophie des salles de classe obscures et l'a portée à la lumière du soleil. Il a démontré que l'on peut être profond sans être obscur et rigoureux sans être ennuyeux. À travers la Revista de Occident, fondée en 1923, Ortega a importé en Espagne le meilleur de la pensée européenne et a exporté le talent espagnol. Ce fut un curateur culturel, un agitateur de conscience qui a semé des graines qui, aujourd'hui encore, portent leurs fruits. Cependant, sa vie ne fut pas exempte d'amertume. La guerre civile espagnole et l'exil postérieur furent un coup dur pour son projet d'une Espagne européenne et libérale. Il se sentit incompris tant par la droite que par la gauche. Le silence devint son refuge. En exil, il voyagea en Europe et en Amérique. Et bien qu'il fût acclamé, il ressentait la nostalgie de sa circonstance originelle. Car rappelez-vous, on est soi-même et sa circonstance. Arraché de son sol, le philosophe perd une partie de sa racine, bien que sa pensée devienne plus universelle. Il revint en Espagne des années plus tard, mais il n'était plus le leader des masses d'antan. Il vécut un exil intérieur, donnant des conférences privées, maintenant vivante la flamme de la pensée libre dans un environnement asphyxiant. Il fut jusqu'à la fin un exemple de dignité intellectuelle. Maintenant, récapitulons le voyage. Nous avons vu que la vie est la réalité radicale, que la vérité dépend de la perspective, que la raison doit être vitale et que la société moderne court le risque d'être écrasée par l'empire de la masse satisfaite. Mais que nous dit Ortega à nous aujourd'hui? Il nous dit de nous réveiller, de ne pas accepter de faire partie du troupeau, d'oser construire notre propre perspective, d'assumer la responsabilité de notre liberté, de ne pas vivre à crédit. Ortega nous invite à l'authenticité. L'authenticité, ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais vouloir ce que l'on doit faire.
C'est trouver votre vocation, cet appel intérieur qui vous dit qui vous êtes réellement et lui être fidèle malgré les circonstances. Si vous trahissez votre vocation, si vous vous laissez emporter par ce que disent les autres, par la mode, par la masse, vous vous dévitalisez. Vous devenez un fantôme de vous-même. La vie non vécue authentiquement est une vie falsifiée, et cela, pour Ortega, est le plus grand péché. Pensez-y un instant. Combien de vos idées sont réellement les vôtres? Combien de fois répétez-vous ce que vous avez entendu dans une vidéo, sur un tweet, sans l'avoir digéré? Ortega nous met au défi de mâcher la réalité, de la faire nôtre, d'avoir le courage de penser par nous-mêmes. L'homme noble, la minorité sélecte, est celui qui s'exige le plus, non pour se sentir supérieur aux autres, mais pour mieux servir. La noblesse est obligation. Noblesse oblige. Dans un monde de droit, Ortega nous rappelle la beauté et la nécessité des devoirs. La philosophie d'Ortega est un antidote contre le fanatisme. Le fanatique croit posséder toute la vérité. Le perspectiviste sait qu'il n'a qu'une pièce du puzzle et a besoin de l'autre. En ces temps de polarisation extrême, cette leçon est plus vitale que jamais. Son héritage vit dans l'école de Madrid, chez des disciples comme Julian Marias ou Maria Zambrano, et chez chaque personne qui décide de regarder sa propre vie non comme un accident biologique, mais comme une mission dramatique et émouvante. Ortega nous a enseigné que philosopher n'est pas réciter Platon ou Kant par cœur. Philosopher, c'est affronter l'énigme de la vie avec les outils de la raison. C'est se plonger dans le chaos pour trouver un ordre. C'est en somme un acte de bravoure. Alors, je vous demande, quelle est votre circonstance aujourd'hui? Que faites-vous pour la sauver? Vivez-vous comme une masse vous laissant emporter par le courant ou construisez-vous votre propre projet de vie avec effort et conscience? La philosophie d'Ortega y Gasset n'est pas un système fermé, c'est une invitation. Une invitation à ouvrir les yeux, à regarder le monde de votre propre hauteur et à participer à la grande conversation de l'humanité, car votre point de vue manque et il est nécessaire. La vie est une urgence, disait-il. On nous donne l'être, mais on ne nous le donne pas tout fait. Nous devons le fabriquer nous-mêmes, minute après minute. Il n'y a pas de scénario écrit. Vous êtes le scénariste, le réalisateur et le protagoniste de votre propre existence. Quelle histoire allez-vous raconter? Rappelons cette image du naufrage. Nous ne sommes pas ici pour nous lamenter sur la tempête, mais pour apprendre à naviguer. La culture, la science, l'art sont les planches de salut que nous avons inventées pour nous maintenir à flot. Utilisez-les. Ne les méprisez pas. Et surtout, n'oubliez pas la joie. Ortega parlait de la sportivité intellectuelle. Penser doit être un jeu sérieux, un effort joyeux, non pas une lourde charge. La vie intellectuelle est une fête de l'esprit, une célébration de notre capacité à comprendre. Au bout du compte, je suis moi et ma circonstance. Cette phrase qui au début semblait simple, nous savons maintenant qu'elle renferme le secret de notre liberté et de notre responsabilité. C'est la carte pour ne pas se perdre dans le labyrinthe de l'existence. José Ortega y Gasset nous a quittés en 1955, mais sa voix résonne avec une clarté stupéfiante. Il nous rappelle qu'être humain est une tâche difficile, mais c'est la seule tâche qui en vaille la peine. Il nous défie d'être des aristocrates de l'esprit. Aspirer à l'excellence, rejeter la vulgarité, comprendre notre époque et y agir. Tel est le mandat. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être éveillé, de vivre en tension, en alerte, en pleine forme vitale. Nous avons parcouru ensemble le paysage de ces idées, le perspectivisme comme humilité intellectuelle, la raison vitale comme outil de survie et la critique de l'homme-masse comme avertissement social. 3 piliers pour soutenir une vie examinée. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est l'urgence. La vie n'attend pas, la circonstance change. Et nous devons être à la hauteur de notre temps. Ne soyez pas spectateurs de votre propre vie. Entrez dans l'arène. La philosophie ne sert à rien, disent certains. Ortega répondrait, elle ne sert à rien d'utile, comme un marteau, mais elle sert à la chose la plus importante, à savoir à quoi s'en tenir, pour ne pas vivre comme des somnambules. Elle sert à être. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers la pensée de l'un des géants de notre langue. J'espère que ces idées ont allumé une étincelle dans votre esprit et vous aideront à regarder votre propre circonstance avec de nouveaux yeux. Maintenant, rappelez-vous que ceci n'est qu'une introduction. L'œuvre d'Ortega est immense et riche. Je vous encourage à aller aux sources, à lire La révolte des masses ou Méditation sur le Quichotte. Il n'y a pas de substitut à la lecture directe des grands maîtres. L'aventure de la pensée continue. Et il y a beaucoup d'autres philosophes, beaucoup d'autres perspectives à explorer. Mais pour aujourd'hui, nous retenons le défi d'Ortega, nous sauver nous-mêmes en sauvant notre circonstance. Ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. La curiosité est le moteur qui fait avancer le monde et vous, en étant ici, démontrez que ce moteur continue de rugir avec force. Maintenez-le allumé. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, si elle vous a fait réfléchir, envisagez de vous abonner à la chaîne.
C'est la meilleure façon de soutenir ce contenu et de garantir que nous continuerons à apporter les grandes idées à l'écran. Cliquez sur le bouton j'aime et partagez. Et maintenant, une dernière requête. Dans les commentaires, dites-moi, quelle est la circonstance la plus difficile que vous ayez à sauver aujourd'hui ou quelle idée d'Ortega vous a le plus marqué? Je veux lire vos perspectives. À la prochaine. Rappelez-vous, je suis moi et ma circonstance. Sortez et faites-la valoir. On se voit dans la prochaine vidéo.